ne sais pas si vous avez essayé de lire la Bible à l'envers, mais c'est trop marrant, on dirait du maître Gims grammaticalement. Zombie, Ah non, bon, voilà autre chose. tu veux pas me relire? Ah non, j'en ai assez. Allez, s'il te plaît. Oh non, je suis lassé. Allez, s'il te plaît. Non mais j'en ai marre de cette rubrique là. Rien qu'une fois. Non, Mes petits frères, tu les as relus, alors pourquoi pas moi? n'insiste pas. Je contiens du John Byrne et du Chris Claremont. S'il te plaît. Bon, d'accord. Salut YouTube. Aujourd'hui on va réveiller le bon souvenir du Special Strange numéro 17, datant du 10 août 1979 et dont la couverture colorée et exaltante nous présente la chose et le puissant Thor opposé au dieu égyptien Seth. Alors justement commençons par cet épisode de la chose et de Thor tiré du Marvel 2-in-1 numéro 23 datant de janvier 1977, écrit par Bill Mantlo et Jim Shooter et dessiné par Ron Wilson et Marie Séverin. La chose et Thor ont été transportés sur le chemin qui mène au royaume d'Héliopolis, la maison des dieux égyptiens. Ils combattent vaillamment les forces de Seth, alors que ce dernier, en bon bâtard félon et conspirateur qu'il est, complote pour libérer le dévoreur pour qu'il se charge d'Horus dans le but, une fois celui-ci éliminé, de prendre le contrôle du royaume. Il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans la colle, les événements qui ont conduit à cette histoire ont commencé lorsque la chose et la torche humaine ont combattu Black Sun dans le Marvel 2-in-1 numéro 21, c'est-à-dire dans le Special Strange 15 pour les lecteurs français. Ne gênions pas trop comme des pucelles, cet épisode épique a échappé au massacre de Lugh, puisque seulement une page sur 17 a été enlevée. Alors fermez-la! Fermez-la! Le magazine nous propose aussi un épisode de l'araignée associé au Faucon de Nuit, tiré du Marvel Team Up numéro 33, datant de mai 1975, écrit par Jerry Conway et dessiné par Sal Buscema. Cette association entre Spider-Man et le Faucon de Nuit ne m'a pas laissé un souvenir intarissable, bien au contraire, il est aussi fade que les plus belles pages d'un livre de Michel Onfray. C'est comme une fête où personne ne s'amuse. Mais ne faisons point de sectarisme crasse et parlons de cet épisode sans chichi. Déjà, on peut dire que les événements de ce récit se produisent au même moment que les événements de l'Amazing Spider-Man numéro 145 lors de sa chasse aux scorpions, c'est-à-dire que nous avons pu lire cette aventure dans le Strange 115 de juillet 1979. Spider-Man est quelque peu perturbé dans cette histoire puisqu'il a été confronté au retour apparent de Gwen Stacy dans l'Amazing Spider-Man numéro 144. Or, nous le savons, et pas seulement de Marseille, Gwen a été tuée lors d'une bataille entre Spider-Man et le Bouffon Vert dans l'Amazing Spider-Man 121, c'est-à-dire le Strange 104 d'août 1978. Bref, la jolie pépé en question n'est pas la vraie Gwen Stacy, mais un clone comme l'a révélé l'Amazing Spider-Man 148, lu dans le Strange 116 d'août 1979. Vous me suivez toujours là? Non? Ouais, d'accord. Mais une fois de plus, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment les deux épisodes des X-Men publiés dans cette revue. Le premier épisode est tiré de l'Uncanny X-Men 108, datant de décembre 1977, et qui s'intitule Armageddon Now, écrit par Chris Claremont et dessiné par John Byrne. Si en France, Lugh a appelé cet épisode le cristal de M'Kraan, son titre américain est plus intéressant. Pourquoi, me direz-vous, pour un peu que vous ayez un intérêt poli pour ce que je raconte? Eh bien parce que Armageddon Now semble faire référence au film Apocalypse Now des années 70. Toutefois, ce numéro est antérieur à la sortie du film d'au moins 2 ans, et il est plus que probable, d'après les sources que j'ai trouvées, que le titre de cette histoire fasse référence à un slogan hippie populaire des années 60, Nirvana Now. Ce même slogan qui a également inspiré le film de Coppola. Il est donc possible que Claremont ait pu entendre le nom du film et le référencer avant sa sortie. C'est en tout cas ce qui se dit sur les forums américains. Et sur Wikipédia, ils disent que c'est pas faux, alors bon. Revenons à l'histoire à présent. Dans l'épisode précédent, l'empereur N'Ken avait menacé de détruire l'univers en utilisant la puissance du cristal M'Kraan. Les X-Men et les Starjammers se rendent compte que lorsque des étoiles spécifiques s'alignent dans une configuration particulière, il est possible de pénétrer le cristal. Et celui qui pénètre dedans peut accéder à une puissance infinie. Sur Terre, Peter Crow est en téléconférence avec le président Jimmy Carter, les Avengers et les Fantastic Four. Ça c'est intéressant comme détail, car l'apparition de Jimmy Carter en tant que président qui a exercé de 1977 à 1981 prouve que l'histoire s'inscrit dans l'actualité de la Terre 616. Crow, qui a oublié d'être con, il est quand même prix Nobel les gars, hein. Bref, Crow dit qu'une force étrange dans une autre galaxie menace de détruire l'univers. Après, je pense que le gars sait de quoi il parle, hein. Il n'a pas une tête à tenir ses sources de Wikipédia. Là c'est pas mal dans l'ambiance du récit, car les Vengeurs, aussi balais soient-ils, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire grand chose face à ce qui se passe à l'autre bout de l'univers. Ils sont comme le H de Hawaï, ils servent à rien.
Sur le monde M'Kraan, les X-Men s'approchent du cristal et sont confrontés à son défenseur, un petit androïde nommé Jaff. On dirait un pseudo utilisé sur Tinder. Il les avertit qu'il défendra le cristal jusqu'à sa mort. Gognar est aussi incrédule que spirituel dans l'échange, Wolverine se moque du petit androïde. Mais un coup de poing de Jaff l'envoie en orbite. Serval sera sauvé par les Starjammers. Son corps dérivant dans l'espace sera téléporté à bord du navire des Frères des Étoiles qui le maintiendront en vie. Bref, Jaff combat les X-Men, les battant facilement avec sa force supérieure. Mais comme la force brute ne fonctionne pas, les X-Men mettent en commun leur capacité pour combattre la créature. Et c'est le hurleur qui, avec son cri sonore, va mettre hors d'état de nuire le gardien. Mais les X-Men et les Starjammers sont immédiatement attaqués par le deuxième gardien du cristal, un robot géant nommé Mott, 1000 fois plus fort. Pendant le combat, le Starjammer Reza trouve l'empereur N'Ken et l'agresse. Et là, je trouve qu'il y a un problème de mise en scène de la part des auteurs. Dans l'épisode précédent, on finissait avec l'empereur fou furieux et menaçant qui indiquait qu'il était trop tard et qu'il dispose du pouvoir absolu. On a un terrible cliffhanger à faire pâlir les ménagères. Sauf que moi je les baise, moi, les ménagères, non? C'est pas vrai? Et là, dans cette aventure, il faut attendre 8 pages avant de revoir l'empereur qui est censé entrer dans le cristal de crâne pour devenir très puissant. Qu'est-ce qu'il a foutu pendant ces 8 pages? Il s'est dit que ça faisait bien d'attendre de façon polie que les X-Men terminent leur baston? Il est neurasthénique à ce point? Il était où, hein? Il était où les petits lapins? Il se cachait? Je sais où tu te caches! Bref, Reza jette par inadvertance le despote neurasthénique dans le cristal M'Kraan, provoquant le transport des deux groupes à l'intérieur. Et justement, à l'intérieur de ce cristal, tout le monde se retrouve face à une sphère de lumière pure vers laquelle Phoenix se retrouve attiré. En la touchant, chaque personne présente est frappée par un éclair d'énergie qui éveille dans son esprit ses plus grandes peurs. Au passage, on remarquera sur la page 10 que ce pauvre Diablo s'est fait limer les dents par rapport à la version originale. On ne rigole pas avec les diablotins chez Lug. Phoenix parvient à se débarrasser de ses peurs. Cyclope, devenu fou à la suite de ses hallucinations, frappe la sphère avec son rayon optique. Ah non mais quel con celui-là, je peux décidément pas l'encadrer, hein. La sphère commence à se fissurer et à enfler. Ça s'écarte un peu comme le tampon dans ma main. Phoenix canalise alors toute l'étendue de sa force et elle empêche la naissance d'une galaxie de neutrons. Si cette barrière se brise, la galaxie s'effondrera dans un trou noir suffisamment grand pour consumer l'ensemble de cet univers, y compris la réalité 616 et toutes les autres chronologies et dimensions, la détruisant complètement pour faire place à un nouvel univers. Phoenix tente de réparer les dégâts, mais même son pouvoir n'est pas suffisant. Elle a besoin d'énergie vitale supplémentaire pour aider à réparer les dégâts. Mis à part Phoenix, seul Tornade et le Corsaire ont pu combattre l'influence hallucinatoire de la sphère. Elle les convainc tous les deux de lui donner une partie de leur force vitale. Moment opportun, je trouve, pour Phoenix de révéler au Corsaire qu'elle sait qu'il est Christopher Summer, le père présumé mort de Scott. Une révélation dont Tornade sera la témoin. Mais l'heure n'est pas au palabre et Phoenix utilise toute l'étendue de ses pouvoirs pour réparer les dégâts. Pendant qu'elle travaille, le Corsaire s'approche de Cyclope inconscient, et il est choqué de réaliser qu'il est son fils. Lentement, Cyclope revient et entend vaguement ses mots, mais il ne les enregistre pas consciemment. Phoenix réussit à sauver l'univers et transporte instantanément tous les X-Men chez eux via la porte des étoiles. Et là, on a vraiment un gros problème avec le personnage de Phoenix. Clairement, on a fait un personnage surpuissant, dont la puissance est disproportionnée par rapport au reste des X-Men et des super-héros de l'univers Marvel. Je vous rappelle que Phoenix a mis une branlée à Firelord dans l'épisode précédent et qu'elle a ouvert une porte dimensionnelle. Et là, elle contient une galaxie à neutrons. Ceci pose un grave problème pour la suite de l'intrigue, car avec un personnage aussi puissant, Claremont rend l'existence même des X-Men anecdotique. C'est même pas les faire valoir sans intérêt, elle est trop puissante. Le professeur Xavier, Misty Knight et les parents de Jean sont toujours là, à les attendre. Ils sont également confrontés à Firelord, mais il explique qu'il n'a plus envie de se friter avec eux depuis que Xavier lui a expliqué comment il a été manipulé par Éric le Rouge. Et là, nouveau rebondissement, l'impératrice Lynendra franchit également la porte avant qu'elle ne se referme définitivement. Elle explique à Charles et aux X-Men que son frère a été consommé par le cristal M'Kraan et elle est maintenant la dirigeante de l'Empire Shi'ar. Ou Shi'ar, j'en sais rien comment on le dit. Cependant, il y aura des questions bureaucratiques à régler, et oui, même dans l'espace, il y a de la bureaucratie, avant qu'elle puisse monter sur le trône. Jusque-là, elle veut passer du temps avec Charles sur Terre. Ben voyons. Bon, on s'en sort bien en tant que lecteur français, puisqu'il ne manque que 2 cases qui sont remplacées par un flashback tiré de l'Uncanny X-Men numéro 109. Un flashback où Phoenix se souvient d'une brève conversation avec le Corsaire dans laquelle il lui a demandé de ne jamais dire à Cyclope qu'il était son père. Phoenix a accepté, mais elle sent qu'elle trahit Scott en lui cachant un tel secret. D'ailleurs, Tornade, qui a entendu leur conversation, avertit Jean que si un jour Scott découvre qu'elle a gardé ses informations, ça risque de chier dans le ventilo. Ce numéro 108 des X-Men est mythique puisque John Byrne succède à Dave Cockrum en tant qu'artiste principal du titre. On considère souvent que l'équipe créative de Claremont et de Byrne marque l'âge d'or des X-Men et l'une des collaborations les plus
légendaires de l'histoire de la bande dessinée. À la fin de ce numéro d'ailleurs, il y a une dédicace de Dave Cockrum qui a quitté les X-Men. La dédicace dit « Dédié avec admiration au respect à Dave Cockrum qui a permis au rêve de devenir réalité ». Cela ressemble à une épitaphe que Cockrum n'a pas tardé de commenter en ajoutant en dessous « Quand je lis ça, j'ai l'impression d'être mort ». Sacré Dave. Et puis enchaînons sur l'épisode suivant tiré de l'Uncanny X-Men numéro 109 datant de février 1978. Un épisode quelque peu saucissonné car Lug a coupé 4 cases et le flashback qu'il a foutu dans l'épisode précédent. Les X-Men rentrent enfin chez eux. Dès la première case, on voit notre bon Serval pressé de jeter l'uniforme de Fang puisqu'il trouve que le tissu extraterrestre est inconfortable à sa peau nacrée et délicate. L'histoire du costume a son importance. On se souvient que le costume jaune que Serval portait sur le monde M-Crane a été déchiqueté et que le Griffu a chopé celui de Fang. Je ne sais pas pourquoi je parle avec cet accent-là. En fait, Dave Cockrum a voulu que Serval garde la tenue de Fang et l'utilise comme nouveau costume. Mais John Byrne a détesté ce costume et il a fait reprendre immédiatement l'ancien costume de Serval. Chose marrante quand on sait que Byrne a repensé le costume de Wolverine quelques années plus tard en utilisant les mêmes motifs de couleur que le costume de Fang. Ouais, pas bien au point dans sa tête quoi, hein. Les X-Men sont accompagnés de Lynndra qui reste donc sur Terre en attendant de pouvoir reprendre son trône. Phoenix révèle à ses parents ses expériences récentes et sa nouvelle identité. À ce moment-là de la revue, Lug a enlevé 4 pages où Moira explique à Scott que Havok et Polaris se sont tirés pour réfléchir sur tout ce qu'ils avaient fait depuis qu'ils étaient sous le contrôle d'Éric le Rouge. Ils avaient besoin de se faire analyser la face obscure, si je puis dire. Et ben là c'est pas cool pour les lecteurs français car du coup on ne sait pas où sont passés les deux autres rigolos, hein. C'est pas cool, hein, vraiment, hein. Pendant ce temps-là, Scott observe Jean et ses parents et il se dit que sa copine semble maintenant être une personne entièrement différente. Moment critique dans le scénario pour les auteurs. À l'origine, Chris Claremont voulait que Jean Grey et le Phénix soient la même personne. Et ce n'est que des années plus tard qu'il sera révélé que l'entité Phénix et la vraie Jean Grey sont des personnages complètement séparés. Cependant, dans ce passage, le dialogue de Cyclope avec Diablo soutient la thèse que Jean et Phénix semblent différentes. Un pauvre Diablo qui s'est encore fait limer les dents par Lug. Passage intéressant aussi où on apprend que Tornade parle à ses plantes. Oui, elle parle à ses plantes. Bref, les X-Men prennent une journée de repos bien méritée. Moira, Sean, Oro et Peter se préparent pour une sortie. Mais Serval choisit de se joindre à eux afin de chasser un peu. Tornade, en bonne végane qu'elle est consterné et lui reproche de vouloir tuer des animaux sans défense. Et notre Carcajou lui répond sèchement qu'il s'en bat les coucougnettes de tuer. C'est trop facile. Non, il n'a pas l'intention de tuer, mais de déjouer la vigilance des animaux. Confuse, Tornade s'excuse, mais Serval lui répond qu'il s'en tape de ce qu'on pense de lui. Et là, je le trouve trop badass dans sa réponse. Putain, ce que je l'aime ce misanthrope. Comment est-ce qu'il les envoie tous chier ces trous du cul? J'adore. Bref, tout le monde part à la campagne et tandis que Serval chasse, il est agressé par James McDonald Hudson, agent d'un programme de défense parrainé par le gouvernement canadien. Bref, c'est l'arme Alpha. Il est là pour capturer Serval. Cette histoire fait suite à un point d'intrigue présenté depuis le début dans Giant Size X-Men numéro 1. Le gouvernement canadien avait dit qu'il ne laisserait pas Serval démissionner et rejoindre les X-Men. Cette intrigue nouvelle anticipe également les débuts de toute l'équipe Alpha Flight, la division Alpha pour ceux qui n'ont pas compris, dans les numéros 120 et 121. Bref, nous avons là la première apparition de James McDonald Hudson en tant que l'arme Alpha. Il apparaîtra ensuite sous le nom de Vindicator dans X-Men numéro 120. Il s'agit aussi du premier numéro de bande dessinée où Serval est appelé l'arme X. L'arme Alpha déclare que Serval est toujours la propriété du gouvernement canadien, mais notre Griffu préféré n'a pas l'intention de retourner chez ses anciens employeurs. Une baston commence entre les deux protagonistes. Bon, là je reviens pas sur la case censurée dans cet épisode par Lug, mais quand même, pour une fois la censure était super voyante. Reprendre l'image de Serval dans l'épisode 12 publié dans le Special Strange 16, qui est lui-même tiré de l'épisode 107 des X-Men, fallait vraiment oser. Vous pensez vraiment que ça allait pas se voir? Trop du cul, là. Au bord du lac, Tornade et Colossus se détendent sur la rive, profitant du soleil, tandis que le Hurleur et Moira s'amusent dans l'eau. Et là, j'avoue que j'aime beaucoup Tornade, avec son tout petit bout de tissu sur les fesses. Oh, you touch my tra-la-la. Et soudain, Wolverine atterrit près d'eux, complètement sonné. L'arme Alpha demande à Peter de ne pas s'en mêler. Erreur d'édition, bêtement reprise par Panini dans sa réimpression, l'agent canadien dit « Ne vous mêlez pas de ça, c'est entre l'arme X et lui », ce qui ne veut rien dire. Il aurait dû dire « entre l'arme X et moi ». Bon, peu importe, Colossus défonce l'agresseur de Serval. Reprenant le contrôle des systèmes de vol de sa combinaison, l'arme Alpha fait demi-tour et envoie une volée d'électro-explosion contre Colossus. Un de ses coups de feu ricoche sur le corps en acier du héros et frappe Moira. Hurleur pète un câble et frappe l'arme X avec son cri sonore concentré. Hudson se rend compte qu'il ne peut pas affronter Wolverine et ses coéquipiers seuls. Il s'enfuit, promettant une revanche, et il disparaît. Le Mac va tellement vite pour décarpir qu'il arrive à destination avant de savoir où il va.
Et cet épisode est intéressant également car il nous permet de comprendre la raison pour laquelle l'arme Alpha va changer de nom pour devenir Vindicator. Il a blessé accidentellement Moira et ceci l'a fait réfléchir. Il décide de devenir Vindicator, jurant de défendre tous les innocents blessés en raison de sa négligence. Cela nous sera révélé dans Alpha Flight numéro 2. Voilà donc un épisode riche en intrigues qui laisse présager un futur tumultueux pour notre plus grand plaisir. Cette émission est maintenant terminée, j'espère que vous aurez aimé mon travail. Ok, votre silence flatte ma modestie. Alors on se retrouve très bientôt pour d'autres souvenirs d'antan. Salut YouTube! Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici. Non, Sauf que moi, je les baise, moi, les ménagères.